Bonjour à tous, c'est French Fantasy. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais te donner mes 5 conseils pour réussir ton Tour de France Fantasy 2026. C'est parti. Donc, premier conseil, et conseil hyper important bien sûr, c'est de connaître les règles du jeu, parce que si tu ne connais pas le système des points, forcément tu ne pourras pas savoir quels coureurs vont te rapporter les meilleures performances. Et pour ça, je vous invite à aller sur le site Fantasy by Tissot, le site officiel du jeu Tour de France Fantasy. Vous avez ici à droite, voilà, les règles du jeu qui sont ici. Le but du jeu, c'est pas très compliqué. Vous devez sélectionner une équipe de 8 coureurs pour la durée du Tour de France. Et les performances de chaque coureur dans la vie réelle sur le Tour de France vous rapporteront des points dans le jeu. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même des règles spécifiques pour la sélection des coureurs. Vous avez un système de crédit, c'est-à-dire que chaque coureur va avoir un prix en fonction de sa notoriété, en fonction de son classement UCI. Et vous devez composer donc une équipe de 8 coureurs avec un budget maximum de 120 crédits, sachant que les meilleurs coureurs comme Tadej Pogacar ou Vingegaard coûtent pas loin des 25 crédits, peut-être même un peu plus pour Pogacar cette année, on le saura très prochainement. Donc ça veut dire que vous allez devoir faire des choix, impossible d'avoir tous les meilleurs coureurs dans votre équipe, euh, et donc vous devez faire cette sélection en vous basant sur les crédits des différents coureurs. Donc 120 crédits, vous pouvez sélectionner une équipe qui coûte moins de 120 crédits, mais vous ne pouvez pas dépasser cette barrière des 120 crédits. Ensuite, tous les coureurs sont répartis en catégories. Vous avez la catégorie des leaders qui représente les coureurs qui généralement vont se battre pour le classement général. Les sprinters qui seront bons sur des arrivées plates au sprint. Les grimpeurs plutôt à l'aise en montagne et qui vont plutôt jouer les étapes escarpées ou le maillot à poids de meilleur grimpeur. Et enfin les coureurs polyvalents, on va retrouver des coureurs un peu passe-partout comme du Wout van Aert, du Mathieu Van Der Poel ou des coureurs qui ont tendance à s'échapper, des rouleurs du style Philippe Ogana par exemple, ou des équipiers. Voilà. Donc chaque coureur est réparti dans une de ces catégories et vous avez des limitations pour votre équipe. Vous ne pouvez pas avoir plus de 5 coureurs polyvalents, plus de 3 grimpeurs, plus de 3 sprinteurs et 3 leaders. Voilà. Et il me semble aussi qu'il y a une règle sur le nombre de coureurs d'une même équipe. Je pense il me semble qu'il y avait une limite de 3 coureurs maximum de la même équipe. Mais j'ai l'impression que cette règle, elle n'existe peut-être plus. Mais voilà, en tout cas, ça peut jouer notamment sur la première étape, par exemple. Hein, si vous voulez sélectionner les coureurs d'une même équipe, je pense que vous allez être limité à 3 coureurs de la même équipe. Voilà. Ensuite, important, si jamais vous avez des abandons avant le début du Tour de France, vous pouvez changer de coureur. Si c'est une fois que le Tour de France a débuté, vous aurez un certain nombre de crédits de transfert et vous pourrez réaliser des changements de coureurs en utilisant ces crédits-là. Et vous avez, je crois, de base 8 transferts possibles tout au long du Tour de France. Voilà. Donc très important si jamais vous avez un coureur qui n'est pas en forme ou qui tombe ou qui abandonne, tout de suite pour la prochaine étape, il faudra le remplacer. Le système de points. On a des points qui sont attribués à chaque étape en fonction du résultat du coureur, de son classement à la fin de l'étape. Vous voyez que le vainqueur de l'étape remporte 200 points et c'est dégressif jusqu'à la 100e place qui rapporte un point. On a les sprints intermédiaires qui vont rapporter aussi des points, donc intéressant aussi pour les sprinters. Donc vous voyez que celui qui remporte le sprint intermédiaire de chaque étape va gagner 30 points. On a la même chose pour le classement de la montagne avec le passage au sommet des cols. Vous avez des points qui sont attribués en fonction de la catégorie du col. Donc leur catégorie, les cols les plus importants, les cols les plus difficiles, les plus hauts, qui vont rapporter 20 points au premier jusqu'au 8e. Ensuite on a, c'est dégressif en fonction de la catégorie. Moins le col est important, on va dire, plus c'est une catégorie basse, moins il y a de points à la clé. Mais voilà, c'est important, ça veut dire que tout au long de l'étape, il y a des points à aller chercher. Le plus combatif de l'étape va remporter 30 points, ça c'est généralement attribué par le jury en fin d'étape. Et surtout, une des modifications depuis 2 ans, je crois, c'est
le nombre de kilomètres effectués dans le groupe de tête, 1 point par kilomètre d'échappée lorsque le coureur est dans le groupe de tête. Donc ça c'est hyper important, ça a complètement changé la physionomie de ce jeu parce que les baroudeurs sont très avantagés. Et si vous arrivez à trouver des coureurs qui ont tendance à partir en échappée, à faire de longs kilomètres à l'avant, ça peut vous rapporter beaucoup de points. Et on l'a vu l'année dernière par exemple avec du Abrahamsen qui était assez extraordinaire à ce niveau-là. Au niveau de tous ces points, vous avez un bonus qui est le bonus vainqueur d'étape ou capitaine que vous pouvez attribuer sur chaque étape. Chaque étape, vous sélectionnez un de vos joueurs et tous les points qu'il marquera dans ces catégories-là seront doublés sur cette étape. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Il faudra absolument, le Shimano bonus comme il s'appelle, bien analyser chaque étape et sélectionner au début de chaque étape pour essayer de maximiser le nombre de points. Ensuite, à la fin de chaque étape, il y a aussi des points qui sont attribués en fonction du classement de vos coureurs dans les différents classements généraux. Le classement du maillot jaune, du classement général, vous voyez qu'il y a 50 points pour le maillot jaune à la fin de chaque étape, et ainsi de suite jusqu'à la 100e place. Même chose sur le classement du meilleur sprinter, on va jusqu'à la 15e place, le classement de la montagne également, le classement du meilleur jaune. Le prix du super combatif, lui, n'intervient que lors de la dernière étape. Voilà. Mais ça veut dire que des coureurs qui sont bien placés dans les classements généraux vont vous rapporter des points. Et donc un coureur qui serait leader du classement du meilleur jaune pendant toute la durée du tour, il va vous rapporter un certain nombre de points. Je pense notamment à notre ami Paul Sexas qui pourrait s'illustrer dans ces classements-là. A noter quand même sur la dernière étape, vous avez tous les points de ces classements annexes qui sont multipliés par 3 pour les classements finaux. Donc le vainqueur final du Tour de France rapportera 150 points lors de la dernière étape. Et même chose pour ces différents classements-là. Donc ça veut dire que c'est très important sur la dernière étape de regarder les coureurs et d'essayer d'estimer le nombre de points qu'ils vont obtenir sur les classements finaux et de peut-être procéder à un certain nombre de transferts pour essayer de maximiser le nombre de points sur la dernière étape. Ensuite la question du temps, donc ça c'est un petit bonus qui vous est offert, enfin qui est possible sur les épreuves de contre-la-montre. Vous allez pouvoir essayer de deviner le temps du vainqueur et si vous êtes, on va dire à la seconde près, vous serez à 200 points, ça vous fait un petit bonus de 200 points et vous avez une pénalité en fonction du temps d'écart entre votre pronostic et la valeur réelle de temps mis par le vainqueur. Voilà, donc ça aussi c'est quelque chose à pas sous-estimer parce que ça peut faire un petit bonus. Ça c'était pour la partie règles du jeu. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de bien analyser et de connaître le parcours du Tour de France. Et pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site Vélofuté, site extrêmement bien fait, qui va détailler un certain nombre de profils d'étapes. Et c'est très important de voir la structure du Tour de France parce que en fonction des étapes et des blocs que l'on voit dans le Tour de France, ça va vous orienter vers un certain profil de joueur. Enfin, un certain profil de coureur, pardon. Donc le Tour de France cette année part de Barcelone en Espagne avec un contre-la-montre par équipe pour commencer. Et cette région, 5 massifs traversés, ça c'est assez classique. Si on fait on répertorie toutes les étapes, on a 7 étapes de montagne, 5 étapes accidentées, 7 étapes de plaine et 2 contre-la-montre. Un contre-la-montre par équipe et un contre-la-montre individuel. 5 arrivées au sommet, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de venir voir vraiment étape par étape pour essayer de voir s'il y a des blocs qui se dégagent de ce parcours. Alors on va passer rapidement, mais on a donc le contre-la-montre par équipe qui va commencer à Barcelone avec la côte de Montjuic en fin de parcours, donc ça va finir de façon assez punchy. Et la particularité cette année, donc c'est que le temps de chaque équipe sera pris sur le premier coureur qui franchira la ligne. Ce qui veut dire que tous les coureurs n'ont pas l'obligation d'arriver ensemble. Ils partent tous ensemble, hein, une équipe part à 8. Mais ils pourront perdre des éléments au fur et à mesure et le temps sera pris sur le premier. Donc ça veut dire qu'on va avoir des coureurs qui vont se dépouiller et qui risquent d'exploser et les leaders qui finiront peut-être à 1 ou 2 pour essayer de maximiser leur temps, sachant que
Les temps seront pris individuellement, c'est-à-dire que si un coureur se fait lâcher de son équipe, son résultat à l'arrivée sera le temps qu'il a mis lui individuellement. Donc ça veut dire que les leaders et on va dire leurs co-leaders ne peuvent pas se permettre d'exploser, hein. Il va falloir qu'ils tiennent jusqu'au bout. Et voilà, donc on devrait déjà voir les favoris à ce niveau-là, sans doute des équipes comme du Ineos, du UAE peut-être, même s'ils n'ont pas été terribles sur ce type d'exercice, du Visma, bien sûr, Visma Lease the Bike, à voir ce que peut faire la Decathlon, CMA, CGM, et peut-être du Red Bull qui pourrait être pas mal. Et éventuellement Lidl Trek, EF Education. Ensuite étape 2, on commence avec une étape très vallonnée, très punchy à la fin avec la côte du château de Montjuic qui sera escaladée 3 fois, c'est ça? Qui sera escaladée 3 fois, donc on vient sur le parcours je crois du Tour de Catalogne. Tour de Catalogne où c'est vraiment très dur, hein. Cette côte elle est pas facile, hein. 1,6 km à plus de 9% de moyenne, c'est vraiment pour des punchers et on devrait avoir pour moi un vainqueur costaud, hein. Un puncher ici, un peu à l'image de ce qu'il y a sur le Tour de Catalogne ou des premières étapes des fois du Tour de France. Je pense aux victoires des frères Yates ou aux victoires de Alaphilippe par exemple, ou aussi à l'étape où Victor Lafay avait été avec les meilleurs. Voilà, donc déjà encore une étape pour homme fort. On aura une première échappée qui va essayer d'aller chercher le maillot à poids. Troisième étape, on est sur de la montagne, moyenne montagne on va dire, dans les Pyrénées, avec une arrivée aux angles, dans les Pyrénées orientales, avec déjà des premiers cols de première catégorie. C'est pas ultra difficile, même si la fin est un petit peu pentue quand même avec l'arrivée aux angles. À voir si les favoris se jouent la gagne, c'est possible, on devrait pas avoir de gros écarts. Et peut-être une première échappée qui essaie d'aller au bout. Étape 4, entre Carcassonne et Foix, c'est une étape pour baroudeur, hein, pour les costauds, avec le col de Montségur qui devrait être un endroit où les meilleurs vont se détacher, avec peut-être une arrivée en petit groupe à la fin. Mais voilà, c'est une étape pour homme fort, pas pour le général à mon sens. Mais voilà, des costauds qui ont l'habitude de s'échapper, c'est clairement pour eux. Étape 5, classique étape de plat avec arrivée à Pau. Étape 6, on commence avec la première arrivée au sommet à Gavarnie avec l'enchaînement col d'Aspin, col du Tourmalet et Gavarnie, même si Gavarnie c'est pas ultra pentu. Une première étape pour les favoris du classement général avec des différences qui devraient être faites dans le col du Tourmalet. Donc, premier gros rendez-vous ici. Étape 7, on va être sur une étape de plaine jusqu'à Bordeaux. Pas grand chose à dire. Étape 8, on est sur une étape de plat aussi. Bon, il y a quelques petites bosses, mais c'est pour les sprinters jusqu'à Bergerac. Et avant la première journée de repos, on a une étape très accidentée entre Malmort et Ussel. Une étape pour homme fort, mais pas pour le classement général à mon sens. Quoique ça peut être très usant, je pense qu'il y aura peut-être des défaillances ici. Mais encore une fois, c'est peut-être plutôt pour des échappées. L'étape du Lioran, c'est le 14 juillet, donc on risque d'avoir beaucoup de Français qui vont attaquer. C'est après la première journée de repos, donc attention aux défaillances. Il y a beaucoup de cols, le pas de Pérol c'est très dur. Col de Pertus aussi c'est très pentu. C'est vraiment une belle étape. C'est une belle étape. Alors à voir, est-ce que c'est des échappées qui vont au bout et derrière le général, les coureurs du général s'attaquent un peu, s'envoient dans ces derniers cols. C'est possible, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plats à la fin, donc ouais, je vois une course usante derrière et peut-être un petit groupe qui s'isole en fin de parcours. Étape 11, on est sur du plat. Étape 12, c'est assez vallonné quand même, mais je pense qu'on devrait avoir un sprint massif. Et ensuite on arrive, étape 13, on va repartir sur du dénivelé avec une arrivée à Belfort, avec le ballon d'Alsace. Étape pour échapper pour moi. Voir on va dire des seconds couteaux qui attaqueraient dans le ballon d'Alsace et qui s'isolent. Les favoris du classement général, je pense pas. Peut-être le lendemain plutôt. Avec voilà, une étape assez difficile dans les Vosges. Avec le ballon d'Alsace et le col du Hague qui est assez dur. Là clairement je pense que les favoris peuvent se la donner sur le dernier col et puis on est très proche de l'arrivée, donc voilà, plutôt pour le classement général ici. Le plateau de Solaison,
On a vu sur le tour de, enfin, le tour de Auvergne-Rhône-Alpes, ex-Dauphiné, que le plateau de Solaison c'est extrêmement difficile. 11 km à 9%. Ici c'est le classement général, à n'en pas douter. Sans doute Pogacar voudra gagner cette étape. Étape 16, contre-la-montre. Contre-la-montre pentu, un peu pentu avec du dénivelé. On a une cote de 10 km à 4%, donc c'est vallonné. Donc pour les gros rouleurs et rouleurs, on va dire grimpeurs, mais du style Jorgensen, bon, Pogacar bien sûr, Vingegaard, etc. L'étape de Voiron, ça sent le sprint ou une échappée, puisque c'est une étape de transition. Mais je pense qu'on pourrait avoir un sprint massif quand même. Voilà, Orsières-Merlette, ça sent l'arrivée de courses de côte, avec les favoris sans doute. L'Alpe d'Huez, une étape pour les favoris encore une fois. L'étape 20 qui est l'étape reine de ce Tour de France, avec col de la Croix de Fer, le Galibier et le col de Sarenne, Alpe d'Huez. Ici c'est pour les hommes forts, hein, clairement. Et la dernière étape, c'est l'arrivée à Paris avec la butte Montmartre, qui avait été assez impressionnante l'année dernière. Par contre, il y aura un peu plus de plats, donc avoir peut-être un petit groupe de punchers qui se joue la gagne. Voilà, donc vous voyez, pour moi, il y a quand même des choses qui se détachent en termes de parcours. Je pense que de la première à la 6e étape, il faut avoir quand même des très bons coureurs au général, parce qu'il y aura le contre-la-montre par équipe, plus derrière les étapes un peu vallonnées, qui vont correspondre à des coureurs comme du Pogacar ou des coureurs un peu punchy. Et ensuite, à partir de l'étape 7, on a une grosse phase de plat. 7, 8, 11, 12, c'est du sprint, donc il faudra avoir un maximum de sprinters. Et ensuite, à partir de l'étape 13, ce sera du leader grimper, à mon avis. Voilà. Ensuite, troisième conseil que je peux vous donner, c'est de bien connaître la liste des coureurs, des partants et leur prix. Voilà. Savoir quels sont les coureurs qui participent au Tour de France, quels sont les favoris, quels sont leurs objectifs. Bien regarder au niveau des interviews ce qu'ils annoncent. Regardez la start list. Alors, la start list, est-ce que je l'ai quelque part? Pour le moment, c'est pas encore confirmé, hein. Vous allez avoir au fur et à mesure les équipes qui vont annoncer leur composition. C'est très important d'aller voir quels sont les coureurs qui composent ces équipes pour essayer de dégager des favoris dans les différents secteurs, donc que ce soit le général, le sprint, le classement du meilleur grimpeur, le classement du meilleur jeune aussi. Voilà. Et bien sûr, une fois que les coureurs seront listés sur le site Tour de France Fantasy, allez regarder leur prix. Voilà, essayez de voir quels sont les coureurs qui peuvent être intéressants et qui ne coûtent pas trop cher. Voilà, je ferai une preview complète une fois que les équipes seront faites et qu'on aura les valeurs des coureurs pour essayer de vous identifier des bonnes pioches. Mais voilà, si on regarde par exemple l'année dernière, on voit quand même que les coureurs qui maximisent leurs résultats, forcément c'est ceux qui coûtent le plus cher. Voilà, on avait un Pogacar qui termine premier en nombre de points marqués largement devant du Vingegaard, donc les deux plus chers du plateau. Et après derrière c'est des bonnes pioches qu'il va falloir aller essayer de dénicher, mais voilà, je vous encourage vraiment à bien regarder, essayer de voir les coureurs qui ont l'habitude de faire des échappées, ça peut être intéressant. Et voilà pour cette partie-là. Ensuite, deux derniers conseils. Le premier, c'est de planifier vos changements. Donc j'en ai parlé, vous avez 8 transferts normalement. Ça veut dire quand même qu'il faut essayer d'organiser son équipe pour les différentes phases. Donc moi j'en vois déjà au moins 2 sur la première jusqu'à l'étape 6 et ensuite de l'étape 7 à 12. Allez, 3 on va dire, donc 1 à 6, 7, 12 et 13, 21. Donc ça veut dire que vous avez déjà au moins 2 sessions de transfert. Après si vous voulez être plus agressif, il y aura d'autres stratégies, mais essayez de planifier. Il faut que vous partiez dans le Tour de France en Fantasy en vous disant j'ai mon équipe, elle doit me durer à peu près jusqu'à l'étape X. Ensuite je sais que je veux changer tel coureur et tel coureur, je les remplace par d'autres. Voilà. Et toujours essayer de garder un certain nombre de transferts en backup, au cas où, si jamais il y a des abandons. Dernier conseil, le cinquième et dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de maximiser les transferts que vous avez, parce que vous allez pouvoir gagner des crédits
Donc des transferts supplémentaires, vous pouvez en gagner 2, je crois 2 supplémentaires, c'est 100 crédits de transfert. Et pour ça, vous pouvez répondre à un quiz qui est disponible sur le site Tour de France Fantasy. Vous avez 3 sessions. Alors la première est déjà passée du 9 au 14 juin. Vous avez ensuite du 15 au 21 juin une deuxième session de quiz. Et du 22 au 28 juin, la dernière session de quiz. Donc en remplissant, en répondant à ces questions et en trouvant les bonnes réponses, vous allez gagner des points et ça vous permettra de gagner des crédits gratuitement. Et ça vous permet d'avoir de meilleures stratégies après sur le déroulé du Tour de France. Donc c'est très important. Une autre façon aussi également, c'est d'inviter des amis. Donc vous avez normalement, voilà, ici vous pouvez créer un lien, comme un lien de parrainage en fait. Et si vos amis s'inscrivent, bah, ça vous donne, je crois qu'il faut peut-être 3 ou 4 invités pour avoir les 100 crédits, mais peut-être 1 ou 2, ça vous donne déjà un transfert en plus. Donc n'hésitez pas à transférer à des amis. Et ça vous permettra d'obtenir jusqu'à 10 crédits. Voilà, enfin 10 changements, 10 transferts. Et vous verrez que c'est pas du luxe pour essayer de chercher les bons coureurs. Voilà, c'était les 5 conseils que je peux vous donner. Pour le moment, on n'a pas encore trop d'infos sur la liste des participants. Mais voilà, restez bien connectés. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter ce que vous pensez de ces vidéos, de ce que vous pensez pouvoir faire en termes de stratégie, en termes de coureurs sélectionnés. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous ferai une vidéo complète dès qu'on a la liste des coureurs. C'était French Fantasy. Ciao!